Mesdames, Messieurs, bonsoir. Appelez-les désormais les FAMA, les Forces armées maliennes. Elles viennent de célébrer leur 53e anniversaire. C'était lundi 20 janvier, anniversaire placé sous le signe de la force et de la cohésion retrouvée dans un contexte de sortie de crise. Après les durs moments que l'armée a connus, l'heure est maintenant à la reconstruction. Cela dans un contexte où les nouveaux défis se multiplient sur le plan sécuritaire. Quelle solution à ces problèmes sécuritaires et comment se construit la nouvelle armée? Nous en parlons ce soir dans l'interview de la semaine. Notre invité, Soumeylou Boubèye Maïga, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Merci donc, Monsieur le ministre, de répondre à nos questions. Commençons par ce qui semble avoir été un rendez-vous manqué de ce 20 janvier, la signature annoncée d'un accord de défense avec la France. À l'arrivée, pas d'accord, ces jours-là en tout cas. Pourquoi n'a-t-elle pas eu lieu cette signature? Les pressions internes ont-elles donc changé la date ou alors il y a des désaccords avec la France sur le sujet? Non, il n'y a pas de désaccord. C'est-à-dire que depuis un moment, nous étions dans un processus de discussion, d'échange, de négociation avec la France, mais aussi avec d'autres partenaires et d'autres voisins, pour avoir un accord de coopération en matière militaire, comme nous en avons dans d'autres secteurs, comme la santé, l'éducation, la microfinance et autres. Et dans un premier temps, nous avions voulu faire coïncider le paraphe de cet accord avec le double anniversaire qu'on avait, l'anniversaire de l'armée, mais aussi l'anniversaire de Serval. Après, bon, vous savez, il y a eu tout un climat qui a été suscité, entretenu autour de ce projet d'accord. Une polémique. Une sorte de polémique, bon, mais qui n'en valait pas la peine, parce que tout le monde comprend bien que c'est naturel que les États et un cadre juridique, un support sur la base duquel se déroulent les relations. Donc nous avons dit qu'il nous faudrait un cadre d'accord pour organiser nos relations avec la France dans le domaine militaire. On en a un qui date de 85, qu'il faut réactualiser au nouveau contexte. Et puis après, on n'a pas voulu heurter différentes sensibilités pour éviter une polémique qui n'en valait pas la peine. Alors pourquoi aujourd'hui, surtout que le président dit que ça se fait à la demande de la partie malienne, pourquoi ressentons aujourd'hui le besoin d'un nouvel accord dans ce domaine? Non, nous allons adapter parce que l'accord que nous avons date de 85. Donc, depuis 85, beaucoup d'événements se sont déroulés. En particulier, il y a toutes ces nouvelles menaces auxquelles nous faisons face, et dont la prise en charge doit se dérouler dans un cadre collectif, dans un cadre régional, et doit se dérouler dans la durée. Nous avons estimé que, au regard de tous ces défis-là, il était bon que nous réactualisions nos relations. Et aujourd'hui, Serval est au Mali, dans le cadre de la résolution des Nations Unies, comme force d'appui à la MINUSMA, et nous avons estimé que chez l'AV, nous devions compléter ce dispositif-là, de manière à ce que sur le plan bilatéral, nous ayons un accord où les obligations de part et d'autre sont beaucoup plus claires, et où les perspectives aussi. Parce que dans le cadre de l'accord que nous prévoyons, en matière de formation par exemple, la France va nous aider à ouvrir notre école d'application à Kati pour la rentrée scolaire prochaine. Nous allons ouvrir un centre de formation de forces spéciales à Gao, à vocation régionale, avec une école d'application qui sera ouverte à d'autres pays. Et puis bon, nous devons faire face ensemble aux menaces qui sont dans la région et qui sont des menaces transnationales que nous ne pourrions pas combattre si nous ne mutualisions pas nos capacités. Donc cela va être axé essentiellement sur la formation ou sur l'équipement, ou il y a d'autres choses? Sur l'ensemble des volets militaires, c'est-à-dire sur la formation, sur l'équipement, sur les exercices communs avec d'autres pays. Parce que si demain nous devons faire face à des menaces communes, il faut d'abord que, du point de vue de nos modes opératoires, que nous soyons sur les mêmes standards, sinon nous ne pourrions pas intervenir ensemble. Et puis, vous savez, il n'y a absolument rien d'iconoclaste dans le fait que nous puissions avoir un accord de coopération. L'établissement d'une base militaire française au Mali aujourd'hui est à l'ordre du jour? Non, c'est-à-dire, vous savez, la notion de base a beaucoup évolué. Il y a des bases nomades, il y a des bases fixes. Je vais quand même faire observer que, vous savez, en janvier dernier, les Français, ils étaient à Tegargar, ils étaient dans le nord, ils exposaient leur vie pour nous.
Ils ont enregistré des morts, comme nous en avons enregistré aussi. Et je pense qu'on ne peut pas dire décemment qu'ils peuvent mourir, mais ne pas avoir d'accord avec nous. Donc ça, je pense que c'est un raisonnement que je ne comprends pas. Mais ceux qui s'opposent parlent justement d'une signature qui serait attentatoire un peu à notre souveraineté. Qu'est-ce que vous répondez ? Vous savez bien, comme le président de la République l'a dit, autant nous n'aimons pas donner des leçons, autant nous estimons qu'honnêtement, en matière d'engagement patriotique, nous n'avons pas beaucoup de leçons à recevoir. Nous n'avons même pas de leçons à recevoir de qui que ce soit sur ce terrain-là. Et je pense que tout le monde a admis et apprécié ce qui a été fait en janvier dernier. Et je pense que nos relations, nous essayons de les organiser dans la continuité de cet effort international qui a été fait, de manière à tourner notre armée aussi vers les défis du futur. Et les défis du futur, c'est notre capacité à nous intégrer dans des opérations internes avec des forces internationales et de manière à défendre notre territoire qui est au cœur d'une région qui va devenir l'épicentre de l'instabilité sur le continent, parce que l'instabilité dans le Sahel touche non seulement l'Afrique du Nord, mais une partie de l'Afrique subsaharienne. Et cela, je pense que tout le monde admet que nous ne pouvons pas y faire face seuls, mais pour que nous y fassions face, il faut que nous soyons dans des bonnes relations, dans des relations organisées avec tous ceux dont la sécurité et la stabilité sont en cause du fait de ces menaces-là, comme tous nos pays voisins, mais aussi comme d'autres partenaires qui sont des partenaires extra-régionaux. Alors, Serval était là donc, elle a joué un rôle essentiel dans la récupération, la reconquête des régions du Nord, entre donc aujourd'hui cette France qui se retire petit à petit et la MINUSMA qui n'atteint pas jusqu'à présent les effectifs et la puissance demandée au départ. Le temps est sans doute venu de compter sur ces propre force. Vous êtes engagé aujourd'hui dans la reconstruction de votre outil, de notre outil de défense. On les appelle désormais les FAMA. C'est quoi cette nouvelle appellation? Non, les FAMA, c'est le sigle des Forces armées maliennes. Je pense que c'est ce qui a été adopté pour prouver que c'est une armée unique au service du même pays. Parce que vous savez, avec tout ce qu'on a connu en 2012, il y avait eu beaucoup de dissensions, souvent artificiellement entretenues. On a voulu séparer les militaires en fonction de leur béret, alors que c'est une affaire de mutation. Et donc nous avons essayé de travailler dans la continuité de ce qui a été entrepris depuis la transition, il faut le souligner, de manière à resserrer les rangs, à faire de la cohésion. Et c'est pourquoi nous avons essayé de mettre l'accent ces derniers mois sur toutes les actions qui peuvent favoriser la cohésion au sein de l'armée, et l'esprit de corps. Et puis je crois que le fait même que nous ayons maintenant par rotation des formations qui rassemblent quand même des centaines de militaires venus d'un peu partout, de différentes régions, et qui les engagent sur le front. Je pense que cela a beaucoup contribué à unifier nos forces, à leur donner un esprit de corps, et puis à les engager sur les mêmes objectifs. Nous reviendrons à la cohésion si vous le permettez. Je voudrais qu'on s'arrête toujours sur l'appellation. Quand je prends le mot FAMA, une connotation bambara, je voudrais que ce soit des chefs. Vous voulez en faire des chefs? Oui, bien sûr, parce que comme nous l'avons dit à l'occasion du 20 janvier, vous savez, l'armée elle est le symbole le plus fort, ou l'un des symboles les plus forts par rapport à l'identité nationale. Et par rapport à... c'est un pilier essentiel de l'État. D'ailleurs, on a vu que quand l'armée s'est effondrée, l'État s'est effondré avec l'armée. Et nous avons dit aujourd'hui, toute l'action qui est entreprise, c'est que l'armée redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, le creuset du civisme, le creuset de la citoyenneté, le creuset, ça c'est le symbole aussi de l'unité, de l'intégration nationale, parce que c'est là que tous les fils du pays qui remplissent les conditions peuvent sacrifier ou offrir leur vie pour défendre la patrie. Et nous avons estimé que c'était un symbole qui était important. Tout cela justifie l'appellation FAMA. Donc parlons donc de cette cohésion qui a été mise donc à rude épreuve ces derniers temps. Vous estimez vraiment qu'elle est retrouvée aujourd'hui, la cohésion aussi? Oui, non, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Vous savez, on ne peut jurer de rien, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, les axes sur lesquels nous essayons de reconstruire notre outil militaire
sont des axes qui sont totalement appropriés par les militaires eux-mêmes. Vous savez, depuis un mois et demi, 2 mois, ils sont à l'œuvre à travers différents groupes de travail pour réfléchir sur la restructuration de l'armée qui se fait sur 3 axes fondamentalement. 1, le renforcement des capacités opérationnelles. 2, deuxièmement, une plus grande attention à la condition militaire. Et troisièmement, comment préparer notre armée à s'intégrer dans un dispositif régional. Et aujourd'hui, ce sont les militaires eux-mêmes, tout grades confondus, qui animent les groupes de travail, qui sont au nombre de 8, et qui, au moment même où on préparait le 20 janvier, parallèlement, on sillonnait les différentes régions militaires pour exposer les grandes lignes de cette réforme-là, pour que ceux dont nous allons convenir puissent survivre à chacun d'entre nous, puissent survivre aux différents mandats et deviennent un socle inaltérable désormais sur lequel l'armée va se construire, se reconstruire, se perpétuer. Le fait aujourd'hui que vous avez un général derrière les barreaux ne jette pas d'ombre sur cette cohésion au niveau de l'armée? Non, pas du tout. Je pense que les situations auxquelles vous faites allusion sont des situations qui engagent des responsabilités personnelles, qui n'engagent pas la responsabilité de l'institution militaire. Et vous voyez bien d'ailleurs que si ce n'est pas à cette occasion, on n'en parle presque plus. Et je pense que c'est une page qui se tourne, non seulement pour l'armée, mais pour l'ensemble du pays, pour que désormais, du point de vue éthique, les gens sachent bien ce qui n'est pas possible et ce qui n'est plus toléré. Et je pense que tout le monde admet que les faits qui sont en cause ne sont pas des faits qui engagent la responsabilité de l'institution militaire. Alors, Monsieur le ministre, quel est aujourd'hui l'état de vos troupes? Nos troupes se portent bien. Je pense que à l'occasion du 20 janvier, elles ont démontré de par leur vitalité, de par leur vigueur, la résilience dont le peuple malien lui-même est capable, parce que l'armée est quand même le fruit du peuple malien. Ça, c'est important. Deuxièmement, je pense que nous avons pu créer un très fort sentiment de lien avec le pays, de lien avec la mémoire. Je dois rappeler que à l'occasion du 20 janvier, nous avons rendu hommage à tous ceux qui sont morts pour le Mali depuis au fil des générations, au fil des combats. Demain, nous fermons la dernière séquence, parce que demain nous allons organiser une cérémonie d'hommage à ceux qui sont morts à Guelok le 24 janvier 2012, et dont les tueries, je crois à l'époque déjà, ont été un déclic un traumatisme important, et qui avait attiré aussi l'attention sur la barbarie de ceux que nous avions en face. Donc nous allons leur rendre hommage demain, en mettant en berne également les drapeaux dans toutes les garnisons. Et je pense que ce lien qui se reconstruit entre l'armée et la nation était quelque chose d'essentiel dans la reconstruction. Alors, vous avez fait allusion à Guelok. Moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur les suites. Où en est-on aujourd'hui avec les suites réservées à cette barbarie, comme vous l'avez dit? Ah oui, non, sur Aguelok, c'est un dossier qui est déféré devant la Cour pénale internationale. Je crois que bientôt, dans le cadre de la procédure d'instruction, elle va passer à d'autres actions. Mais c'est évident que ce sont des actes qui ne pourront pas rester impunis. Nous avons pu dresser la liste des 108 victimes. Il y a d'autres disparus, mais pour le moment, formellement, nous avons identifié 108 victimes. Et donc là aussi, nous allons voir quels sont les actes de réparation, de prise en charge que nous devrons assumer, pour que précisément les gens ne regrettent pas de s'engager sous les drapeaux et de s'engager pour le pays. Pour revenir donc à l'état de cette armée, il y a l'EUTM, la mission de formation européenne, qui vous aide donc à vous remettre sur pied. 3 bataillons formés, un 4e certainement en cours. Qu'est-ce que cela a pu apporter à notre armée? Cela a apporté beaucoup de choses, parce que d'abord cela a apporté une plus grande capacité de nos forces à conduire des opérations de manière autonome, mais à conduire des opérations en s'intégrant avec d'autres. Parce que, vous savez, de janvier 2013 à maintenant, la situation a beaucoup évolué. Jusqu'en janvier 2013, nous étions sur une ligne de démarcation qui faisait Korna, Sévaré, Diabali. Nous étions dans des positions statiques.
Et puis, à partir de l'opération Serval, c'est-à-dire à partir de janvier 2013, il y a eu toute cette opération, mais dont le succès a été rendu possible grâce aussi à l'apport des forces maliennes qui ont accompagné l'opération de reconquête, qui ont pu s'adapter au rythme de cette opération, qui n'était pas une opération simple, qui ont sécurisé les villes qui ont été libérées, qui elles-mêmes ont libéré d'autres villes. Et depuis, nous avons un théâtre maintenant qui va de Sévaré à Tissalit. Nous sommes à Tissalit, à Galo, Carnefis, Labzanga, Ansongo, Gundam, Niafenke, Tombouctou et tout cela. Et on voit bien que toute la chaîne logistique qui est en place, il n'y a plus de rupture comme c'était le cas avant. Ni dans le ravitaillement, ni dans le soutien, ni dans le fonctionnement des opérations. Nous avons fait récemment avec la MINUSMA et Serval une opération conjointe dans le cadre de l'opération Hydre. Et nous en avons fait la semaine dernière avec les Nigériens et la force Serval sur la frontière avec le Niger. Mais les FAMA et les deux autres forces, de manière autonome, font d'autres opérations qui ont abouti notamment à l'arrestation du fameux commissaire de Gao et puis du juge de Tombouctou. Et il y a le retour de la confiance, il y a surtout le fait que l'armée parvient à assumer ses missions essentielles, les missions qui fondent sa raison d'être. Et je crois que c'est ça le plus important. 3-4 bataillons formés, cela suffit ou alors... Ah non, nous allons continuer la formation des bataillons, c'est-à-dire que là, il y a un 4e bataillon qui est en formation actuellement, et puis de maintenant jusqu'à 2015, il y a 4 autres bataillons qui seront formés. Donc nous aurons quand même une masse critique d'éléments formés sur les mêmes standards, sur les mêmes règles d'engagement, sur les mêmes modes d'emploi. Et je pense que cela, après, va être essaimé dans toutes nos forces et être pris en charge par nos propres cadres, nos propres ressources humaines. Déjà dans les formations, aux côtés des formateurs de UTM, nous avons aussi des Maliens qui participent à la formation. Et tout cela démontre que nous avions à nous les capacités. Il fallait peut-être simplement pouvoir les mettre au bon endroit, au bon moment. Et je crois que à terme, nous aurons une armée formée sur les mêmes standards. Alors, une armée formée sur les mêmes standards, une armée, ce que la population attend aujourd'hui de cette armée, c'est de pouvoir défendre chaque mètre carré du territoire national. Dernier obstacle, sans doute, sur la voie du recouvrement total de l'intégrité territoriale du Mali aujourd'hui, la question de Kidal, où les groupes armés font toujours la pluie et le beau temps. Donc, l'opinion se demande bien où est l'État, où en êtes-vous avec cette situation? Les groupes armés ne font pas la paix le beau temps, c'est-à-dire que Kidal est dans une situation particulière, c'est-à-dire que c'est quand même cette région est quand même le site des principales menaces auxquelles nous faisons face, qui ne sont pas des menaces liées d'ailleurs aux revendications auxquelles nous avons eu à faire face ces derniers temps, c'est-à-dire à des revendications politiques. Il y a beaucoup de groupes djihadistes dans cette zone, il y a beaucoup de groupes liés au narcotrafic qui pour nous constituent la source de financement essentiel de ces activités-là. Il y a les forces armées qui sont présentes à Kidal et qui font actuellement des patrouilles en dehors de la ville. À l'intérieur de la ville, il y a la police et la gendarmerie qui ont été déployés avec des effectifs conséquents et qui, depuis un certain moment, parviennent à sécuriser la ville. Maintenant, je pense que le reste dépendra de l'évolution du processus politique. La situation de cantonnement dans l'armée que tout le monde a décrié en son temps est terminée? Oui, aujourd'hui, nous avons une certaine liberté de mouvement. C'est-à-dire que à l'intérieur de la ville, la gendarmerie, la police patrouille. À l'extérieur de la ville, nos forces patrouillent, et souvent ensemble avec la MINUSMA, avec Serval. Bien sûr, la situation n'est pas idéale, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et pour l'essentiel, je crois que on attend de voir comment le processus politique va continuer d'évoluer et comment les autres démembrements de l'État pourraient se déployer de manière à apporter aux populations les prestations
qu'elles sont en droit d'attendre de l'État, parce qu'aujourd'hui, je crois que la bataille de la population, c'est aussi un enjeu crucial dans cette partie qui se mène au niveau de la région de Kidal, en particulier parce que c'est une région dans laquelle les situations sont très disparates. On n'a pas la même situation à Tessalit qu'à Aguelok ou à Aguelok qu'à Kidal. Mais pour l'essentiel, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, c'est une situation qui est complexe et où il y a d'autres volets qui ne sont pas seulement des volets strictement militaires. Mais pour l'essentiel, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à ce que nous puissions assurer nos fonctions régaliennes là-bas. On peut d'ailleurs dire que la gestion est peut-être plus politique que militaire, la question de Kidal. La situation dépend de l'évolution du processus politique. Je pense que c'est un peu cela, mais qui est en cours de réactivation, parce qu'il y a différentes pesanteurs, il y a différents facteurs, mais par principe, je suis optimiste. Merci, monsieur le ministre. Merci bien. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'interview de la semaine. Bonne suite de programme sur le RTM.